Bon, allez, mesdames, messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette conférence sur le thème, vous l'avez vu, écosystème d'accompagnement au-delà du buzzword. Quelle réalité! Quelle belle question, dis-nous. Alors, pour m'aider, on pourrait dire, pour répondre à vos questions et toutes vos interrogations sur ce thème-là, un plateau, donc comme vous l'avez constaté, pas tout à fait au complet. Donc, avec Hélène Formery, BPI France. Je ne présente pas trop, vous aurez l'occasion de vous présenter tout à l'heure. Hélène, bonjour. Maëva Tordo, la boussole. J'ai envie de dire, quand j'entends la boussole, on va peut-être parler un peu d'orientation. Donc, bonjour Maëva, ça risque d'être dans ce cadre-là. Bon. Et puis, Fabrice, voilà. Donc, votre régional de l'étape, c'est souvent le cas. C'est celui qui... Bon. Réseau, donc là, on entend déjà des termes qui ne vont pas trop mal aller. Karim, qu'est-ce que tu en penses? C'est Karim Besseghem, donc l'ABEX, et qui aura l'occasion de vous donner des informations sur les études qu'il a été amené à faire. On avait un objectif qui était fixé sur les documents que j'ai, que vous avez dû avoir, faire le point sur la notion d'écosystème, dépasser le buzzword, effectivement, c'est le mot à la mode, cet écosystème, on en entend parler, et toutes les fois qu'il y a quelque chose où il y a du monde qui travaille un peu ensemble, on parle d'écosystème. Donc, on va avec Karim déjà mettre les bonnes bases, donner envie aux structures de s'inscrire dans un ou plusieurs écosystèmes, voire d'en créer. Alors là, je crois qu'on a une petite question où on va peut-être passer un peu de temps, c'est qu'est-ce que ça veut dire plusieurs écosystèmes pour les acteurs, voire pour les créateurs? Et puis, est-ce qu'il est utile d'en recréer d'autres ou est-ce qu'il y a un travail de fond à faire avant? Bon, je crois que là-dessus, on a un petit truc... voilà. Donner des pistes aux écosystèmes existants pour aller plus loin, c'est clair que les personnes représentant les écosystèmes ont certainement quelque chose à vous dire sur ce qui pourrait être fait demain. Bonjour Michel. Fabrice, nous sommes ravis de t'accueillir. Là, je te dis, on les a calmés parce que ça allait être des applaudissements pas possibles et on a dit on ne peut pas, dans ce lieu de méditation, démarrer comme ça. Donc, je t'ai présenté en disant simplement que quand je vois réseau, je me dis tiens, on est bien peut-être un peu dans le terme, on va y rentrer tout doucement. Qu'est-ce que tu en penses? On te laisse le temps de t'installer, mais je vous rassure, c'est Karim qui va démarrer. J'étais là en avance. Mais oui, tout à fait, j'atteste, c'est vrai. Et après, vous avez des déplacements autour. Mais c'est vrai que tu étais là, vous étiez tous là, très présents et très tôt. Merci. Karim, est-ce qu'on n'a pas des choses à dire sur le travail que tu as pu faire et arriver un peu à des définitions, des limites peut-être? Puis en fin de réunion, je te demanderai au travers de ce que tu as pu entendre, qu'est-ce que ça t'inspire par rapport aux travaux que tu as pu faire? Oui. Ça te va? Quelques minutes de présentation? Oui, très bien, merci Michel pour cette introduction. Écosystème buzzword, c'est effectivement un mot à la mode qui s'est développé à partir, on va dire, des années 2010, avec à la fois un intérêt, c'est intéressant, des praticiens, mais aussi des communautés académiques dans le champ de l'entrepreneuriat. Donc il y a une augmentation exponentielle des publications, des travaux, des études au niveau national et international avec des outils, des modèles d'évaluation de la performance des écosystèmes. Donc il y a vraiment une belle dynamique autour de cette thématique et c'est vrai qu'on voit dans la présentation d'un certain nombre d'acteurs, on pense par exemple à la French Tech qui se définit comme l'écosystème des startups françaises. Cet élément revient très souvent pour définir ses missions, ses actions. Alors c'est une notion bien évidemment qui n'est pas nouvelle en soi, qui est une métaphore d'abord, issue de la biologie, de l'écologie, et qui permet de mettre en lumière l'intérêt des relations, des interactions, mais aussi de tenir compte de la complexité. Peut-être que cette table ronde permettra, même si on ne va peut-être pas répondre à toutes les questions, mais de souligner la complexité de la thématique, la complexité de construire des réseaux, de les inscrire dans la durée, dans la soutenabilité. Alors c'est toujours intéressant de poser des éléments de définition, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'écosystème. Alors dans le terme, bien évidemment, on renvoie à la notion de système, donc d'éléments en interaction. Ce qui est intéressant aussi dans un écosystème, même si parfois les écosystèmes peuvent avoir tendance à se refermer, mais ce sont des systèmes ouverts et qui peuvent eux-mêmes interagir avec d'autres écosystèmes
et en particulier dans le monde des affaires, dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors c'est vrai, on dirait dans le monde biologique, on peut isoler, on peut avoir un bocal qui peut être un micro-écosystème. C'est plus compliqué dans la vie des affaires de s'isoler. On a besoin de construire des interactions pour accéder à des ressources, à des moyens pour faire émerger de nouvelles opportunités. Ce qui est intéressant dans la notion d'écosystème entrepreneurial aussi, par rapport à d'autres formes d'écosystèmes, c'est l'ancrage territorial. Il y a un rapport au territoire, et qui dit rapport au territoire dit rapport à son histoire, à son évolution, à ses spécificités géographiques, à ses ressources particulières, à sa culture. Donc ces éléments-là, bien évidemment, viennent alimenter aussi la complexité de cette notion d'écosystème. Autre élément intéressant, c'est qu'un écosystème vit. Il y a une dynamique. Alors on a tendance à prendre des photos, à vouloir les représenter à un moment donné, mais un écosystème, c'est d'abord un film, c'est une histoire qui se construit, qui évolue, avec des boucles de rétroaction, avec ce qu'on pourrait appeler des sentiers de dépendance, c'est-à-dire que l'histoire, elle dépend bien évidemment des choix qui ont été faits à un moment donné, qui ont été structurants, sous l'angle matériel, sous l'angle culturel, et sous l'angle aussi de questions relatives au réseau. Notamment, on parlait hier de la confiance, qui est un élément important dans l'accompagnement, et c'est un trait qui peut jouer un rôle un peu déterminant pour créer ces dynamiques relationnelles. Alors, certains ont essayé de modéliser simplement, ça renvoie à une publication dans Small Business Economics, où des auteurs ont proposé un modèle assez simple, mais qui permet de poser simplement cette notion d'écosystème autour de 3 notions. Dans un écosystème, il y a des logiques qui vont contribuer à la dynamique d'entrepreneuriat et d'innovation. Ces logiques sont des logiques de gouvernance. Alors on pourra poser la question, faut-il un pilote dans l'écosystème ? Faut-il construire des instances de gouvernance, ou au contraire, faut-il privilégier des logiques d'auto-organisation, finalement laisser aux acteurs, et en particulier aux acteurs centraux dans les écosystèmes entrepreneuriaux, à savoir aussi les entrepreneurs, voir comment ils souhaitent aussi créer ces dynamiques et ces collectifs, ou au contraire, comme on l'a beaucoup fait dans un certain nombre de contextes, de pays, c'est le cas de la France, d'avoir une vision, on va dire, stratégique sur l'innovation, sur l'entrepreneuriat. On a parlé de stratégie nationale d'innovation, stratégie régionale d'innovation, donc l'idée c'est de fixer une orientation, une ambition pour le territoire. Les 2 autres éléments qui vont interagir, c'est que pour qu'il y ait de l'entrepreneuriat, il faut bien évidemment l'accès à un certain nombre de moyens, de ressources. Alors elles peuvent être financières, informationnelles, elles peuvent être liées aussi aux relations, et ça nous renvoie à la 3e logique, qui est la logique des interactions. Et on retrouve les éléments ici relationnels, la capacité des collectifs à faire émerger notamment des réseaux par exemple. Il nous faut des grilles de lecture pour comprendre les écosystèmes entrepreneuriaux. Alors, une première façon, c'est déjà de se dire finalement, il y a peut-être différents niveaux, différentes couches dans un écosystème. Il peut y avoir une approche plus globale, une approche macro de l'écosystème. On pourrait faire le parallèle avec une lecture géographique, c'est-à-dire une lecture nationale. On peut avoir une stratégie en termes d'entrepreneuriat au niveau national, en privilégiant des secteurs. Ce qu'on retrouve dans France 2030, il y a des secteurs stratégiques et on va essayer de faire émerger un certain nombre de nouveaux acteurs autour de thématiques qui contribuent au développement notamment économique, mais aussi qui vont avoir un impact social, environnemental. Donc cette logique, elle est plutôt macro, elle est pensée collectivement par des acteurs qui ne sont pas que des acteurs, on va dire, étatiques ou gouvernementaux, mais ça renvoie à des réseaux, à des collectifs. Le niveau intermédiaire, c'est le niveau méso, qui renvoie plutôt à soit de l'interorganisationnel, donc des réseaux qui vont créer des collectifs, soit un niveau plus régional qui serait la région, et on pourrait presque descendre sur certaines métropoles importantes, et qui vont créer là aussi une vie qui leur est spécifique et particulière à leurs caractéristiques. Et enfin, le dernier niveau, c'est le niveau micro, qui renvoie plutôt à ce qui se passe au niveau des acteurs, au niveau des structures,
Et donc on a 3 niveaux, alors même s'il y a une petite coquille, hein, un mauvais copier-coller, donc le dernier c'est bien niveau micro et qui renvoie à l'écosystème de la structure. Une structure d'accompagnement peut se penser quelque part aussi comme un écosystème avec sa propre dynamique, ses propres interactions, ses propres ressources. Et donc on a bien ces 3 niveaux, l'écosystème entrepreneurial et cette logique en fait d'encastrement et d'interaction. Vous voyez, les pointillés soulignent que ces frontières sont évolutives et qu'il y a bien évidemment énormément d'interactions. Et donc l'enjeu, c'est de favoriser ces interactions. Elles se construisent, on va dire, de façon autonome. Il y a une propre logique. Il y a peut-être une question aussi de surprise, des choses inattendues qui peuvent émerger dans ces interactions. Et c'est intéressant de voir comment effectivement ces frontières évoluent. J'évoquais la question du national, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces écosystèmes entrepreneuriaux sont bien évidemment connectés à d'autres territoires, au niveau européen, au niveau international, et la digitalisation a renforcé aussi ces degrés d'ouverture. Autre grille de lecture qui peut être intéressante pour décomposer, on parlait de complexité, et un des grands penseurs de la complexité des systèmes, c'est un Américain qui a été prix Nobel d'économie, qui est Herbert Simon, et qui avait introduit cette idée de hiérarchie dans les écosystèmes et dans les systèmes complexes. Et il a proposé cette idée de décomposition sous forme de sous-systèmes. Alors si on fait le parallèle, on pourra parler de sous-écosystèmes. Donc un sous-écosystème, c'est finalement une partie de l'écosystème entrepreneurial ou de l'écosystème de l'accompagnement entrepreneurial et qui va être porté par des acteurs, des groupes d'acteurs qui ont leur propre identité, leur propre logique d'action, on serait tenté de dire leur propre stratégie, leur propre ambition. Donc on va retrouver un certain nombre de traits propres à un écosystème, donc des dimensions matérielles, culturelles, sociales. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir quelles sont les interactions entre les sous-écosystèmes. Il peut y avoir une logique aussi d'isolement. Les sous-écosystèmes peuvent être faiblement couplés entre eux. Et c'est ce qui crée aussi, quelque part, le fait qu'il y ait des sous-écosystèmes, une capacité d'adaptation globale à l'écosystème entrepreneurial. Et donc on va avoir des sous-écosystèmes en fonction de thématiques particulières. On pourrait penser à un sous-écosystème du digital, un sous-écosystème de l'entrepreneuriat féminin, un sous-écosystème de l'entrepreneuriat social. Donc chaque fois on va avoir des identités, des logiques d'action et bien évidemment des connexions avec d'autres sous-écosystèmes. Et l'ensemble, bien évidemment, a une finalité, c'est de contribuer à la dynamique entrepreneuriale. Si on essaie d'aller plus finement dans la compréhension de ces sous-écosystèmes, on peut éventuellement essayer de construire une typologie assez simple en essayant de mettre en lumière peut-être des sous-écosystèmes qui ont, on va dire, un rôle plutôt transversal. Et on serait tenté de dire que l'écosystème de l'accompagnement entrepreneurial est un écosystème générique qu'on retrouve, quels que soient les territoires, qui apportent un certain nombre de services, qui contribuent à l'écosystème entrepreneurial dans sa globalité. Et ensuite, on va avoir des sous-écosystèmes qui sont plus spécifiques, qui peuvent être liés à un secteur, et ça renvoie à d'autres notions, par exemple, comme les notions de cluster, à une industrie en particulier. Et là, on voit bien évidemment que chaque territoire va avoir finalement une géographie de ces sous-écosystèmes qui lui sera spécifique. Et donc, on a proposé de définir un sous-écosystème de l'accompagnement entrepreneurial, donc qui est composé, on parlait d'acteurs, de réseaux, qui contribuent par leur action et leur interaction à créer les conditions favorables à l'émergence, au développement de projets entrepreneuriaux. Alors, c'est un modèle qu'on a utilisé de façon empirique pour étudier différents territoires. Dans une publication récente dans la revue de l'entrepreneuriat, on a comparé Montpellier et Toulouse. Et c'est intéressant de voir, bien évidemment, qu'on retrouve dans les sous-écosystèmes majeurs, il ne s'agit pas d'une cartographie exhaustive, mais dans les sous-écosystèmes majeurs, on retrouve historiquement l'accompagnement entrepreneurial à Montpellier. C'est lié à la structure de l'écosystème entrepreneurial qu'on a qualifié plutôt de politique, avec une impulsion très forte, Georges Frêche, avec une vision dès 1977
et une cohérence dans la construction d'une stratégie territoriale avec le BIC à la fin des années 80, etc. Donc toute une série d'actions assez cohérentes qui ont été après reprises au niveau de la région Languedoc-Roussillon. Toulouse a une histoire qui lui est particulière, qui est très tournée vers l'industrie, l'aérospatiale, et ça a été intéressant de voir que d'ailleurs, lorsqu'on a eu la fusion des régions, on a eu le choix de créer des lieux un peu totems, et le choix qui avait été fait sur Toulouse, c'était aussi d'avoir un lieu totem plutôt dédié aux startups, à l'entrepreneuriat, pour essayer de structurer, de redonner peut-être une autre dynamique à cet écosystème de l'accompagnement qui est certes présent, mais qui joue peut-être un rôle moins important que d'autres sous-écosystèmes dans ce territoire. Même si, bien évidemment, ici, c'est une photo, à un instant donné, et les choses, bien évidemment, sont amenées à évoluer. Alors, simplement pour conclure cette courte présentation sur c'est quoi un écosystème et comment on peut le définir, quelles thématiques ça ouvre, si on devait retenir quelques mots-clés, bien évidemment, c'est vivant, et c'est toujours intéressant, peut-être que dans la discussion, de revenir sur l'histoire de chaque sous-écosystème qui seront représentés ici. Donc c'est un élément. L'autre question, c'est la question, il y a de la compétition, donc de la compétition, de la collaboration, comment on crée ces dynamiques collaboratives. Pour autant, bien évidemment, la compétition, ça crée aussi de l'émulation, ça crée d'autres formes de dynamique. Donc la compétition en soi, c'est pas mauvais. C'est pluriel. Et donc, comment on pense à des modes de gouvernance qui sont plutôt pluriels et horizontaux. Donc ça aussi, c'est un vrai sujet. Et dernier point, il y a vraiment un sujet autour de la création de valeur, au sens très large, sociale et économique. Mais comment on évalue cette performance, voire cette soutenabilité pour les écosystèmes. Merci Karim. Merci. Nous aurons l'occasion de revenir sur de très nombreux points que tu as évoqués. Je vais vous demander dans quelques minutes votre réaction par rapport à ce qui vient d'être dit, puis après je vous demanderai de vous présenter. C'est vrai que moi, le mot que j'ai entendu le plus, c'est interaction. Là, je n'ai pas compté, mais c'est vrai qu'il revient très très souvent, on s'en doute un petit peu. Tu as dit quand même complexité, des notions d'ancrage avec l'aspect territorial, la vie des réseaux, les logiques, qu'elles soient de gouvernance, de ressources et d'interaction. Après, tu l'as évoqué, donc l'éco-entrepreneurial, et après les sous-systèmes que tu as évoqués, en disant qu'à un moment donné, il faut arriver à trouver un lien, une interaction entre ces sous-systèmes et le système au-dessus, on va dire, entre guillemets. Donc, qui se lance dans cette première réaction? Je vais te demander de laisser ton micro, moi je ne le lâche jamais. Maëva, une petite réaction par rapport à ce que Karim vient de nous dire? En sachant qu'on aura l'occasion de revenir sur certains points dans votre présentation et dans les questions après, mais... Oui, complètement. En l'écoutant, en t'écoutant, effectivement, il décrit assez bien toutes les couches et la complexité et toutes les façons de regarder ce qu'est un écosystème. Et je pense que ce que je vais faire, c'est qu'après, en présentant la boussole des entrepreneurs, j'essaierai d'avoir une approche très pratique, c'est-à-dire dans la vie des accompagnateurs, qu'est-ce qui nous a amené à créer ce qu'aujourd'hui on appelle un écosystème, pour pouvoir avoir l'autre regard et voir en fait que ce regard méta, il se caractérise par simplement des besoins très concrets au quotidien. Donc non, c'est une super introduction. Très bien, merci. Désolé Fabrice, on prend l'ordre de passage du micro. Bonjour. Donc, que dire? Effectivement, moi, dans ma vie quotidienne, je vais peut-être pas à ce niveau-là d'analyse et de prise de recul. Donc, c'est intéressant, effectivement, de raisonner quand même sur la base d'un écosystème. Voilà. Après, moi, mon expérience, elle est très spécifique, mais j'en parlerai après. Donc, oui, c'est un bon propos introductif. Merci, Karim. On a de quoi parler après, effectivement. Hélène? Merci. Du coup, j'ai écouté attentivement vos propos dans lesquels ça fait écho à la manière dont on s'organise et les problématiques qu'on rencontre. Et après, moi, par rapport à votre présentation, donc je vois qu'il y a les écosystèmes qui s'organisent et qui sont multiples, mais en fait chaque écosystème va répondre à un besoin, et que ce besoin c'est celui de l'entrepreneur. En tout cas, l'écosystème doit tendre vers ça. Et puis l'écosystème s'organise aussi en fonction des objectifs justement qu'il veut servir. Donc c'est peut-être les deux notions, les deux éléments que je rajouterais, c'est l'entrepreneur d'un côté et puis l'objectif que l'écosystème doit servir. On aura l'occasion, merci Hélène, de revenir sur ces points-là. Maëva, vous vouliez rentrer un peu plus dans le détail.
Eh bien, je vous laisse faire, vous présenter. Moi, j'avais qu'un terme, la boussole. Tout à fait. Merci. Allez-y. Donc enchanté tout le monde. Effectivement, je suis ici au titre de la Boussole des entrepreneurs, qui est une association qu'on a fondée il y a 6 ans et qui réunit aujourd'hui 83 membres qui sont des incubateurs et des accélérateurs situés en France. On a aujourd'hui 42%, je crois précisément, d'acteurs qui sont hors Paris, parce que vous verrez que ça a été initié là, mais qu'on a fait un gros travail pour essayer justement d'être nationaux. Et ça représente dans notre communauté donc d'accompagnateurs, on a identifié 250 personnes qui sont à proprement parler ce qu'on appelle des startup managers en anglais, mais qui sont vraiment les chargés de programme et les accompagnateurs. Et on a une double mission, une mission de clarifier l'écosystème de l'accompagnement pour que les entrepreneurs sachent vers qui se tourner à quel moment, et puis développer notre métier d'accompagnateur pour vraiment monter en compétences et évoluer nous aussi en même temps que les entrepreneurs évoluent. Par rapport au sujet, ce que je voulais simplement, c'était peut-être retracer un peu l'historique de comment est-ce qu'on est arrivé à créer ce qu'on appelle nous une communauté. Qui est aussi un autre buzzword qu'on pourrait décrypter. Donc moi je suis dans l'accompagnement entrepreneurial depuis 2007 et en fait et concrètement c'est plutôt vers 2009 qu'il a commencé à avoir un vrai push de développement de structures d'accompagnement, et puis 2012, et puis ça a été de manière croissante. Je sais que donc la boussole on l'a créée en 2018. Avant cette période-là, il y a eu plusieurs initiatives de création de groupes d'échange entre incubateurs et accélérateurs, mais qui en réalité, j'y participais et ça ressemblait plutôt, on se regardait en chien de faïence avec une tentative de prendre de l'info et de pas trop en donner, parce qu'à ce moment-là il n'y avait pas grand monde, il y avait des ressources limitées aussi en tant que financement de structures d'accompagnement, l'écosystème était encore tout petit, le groupe des acteurs était encore petit, et donc il y avait une trop grande compétition pour qu'on puisse travailler ensemble. Et puis 2018, pour moi ça a été une bascule où effectivement il y avait tellement d'acteurs qu'on s'y perdait. Non seulement les entrepreneurs s'y perdaient à pas savoir vers qui se tourner, puis nous les acteurs on s'y perdait à pas savoir à qui faire confiance, à qui relier les choses, qui faisait bien les choses. Et donc c'est ça qui a fait, je pense, la bascule, qui fait qu'il y avait plus de compétition. Maintenant on avait besoin de bosser ensemble et qu'on s'est réunis en se disant comment est-ce qu'on fait pour rendre compréhensible ce que c'est qu'une couveuse, un incubateur, une pépinière, un accélérateur, le fait que finalement les définitions elles sont pas claires, personne sait qui il est et donc on s'y retrouve pas. Et comment on fait aussi pour vraiment être des accompagnateurs au service des entrepreneurs quand on voyait des structures d'accompagnement qui malheureusement étaient soit un peu biaisées, c'est-à-dire chercher davantage à dire moi j'innove, mais pas vraiment à aider les entrepreneurs, avaient des accompagnateurs qui eux-mêmes n'avaient jamais créé de projet et donc n'étaient pas forcément qualifiés pour aider quelqu'un à proprement parler à créer. Et donc on a voulu vraiment développer ce métier. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, une première chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait une étude qui s'appelle Devenir une licorne, point d'interrogation. Le point d'interrogation est très important dans ce titre-là qui avait été choisi pour une question de communication, mais dans lequel on a cherché à décrypter un peu les différents types d'accompagnateurs, à quel moment ils interviennent et à quoi ils peuvent servir. Et aujourd'hui, il y a pas mal, sur notre site internet, je crois que c'est laboussole.io, il y a nos études qui sont mises. C'était une façon d'aider les entrepreneurs à savoir un peu comment choisir leur accompagnateur. Et entre nous, entre accompagnateurs au sein de l'association de la Boussole, donc on est tous membres adhérents. D'une part, on a cherché à rassembler les différents types d'accompagnateurs. Donc on a des accompagnateurs écoles, dont je fais partie. Moi, mon travail quotidien, c'est de diriger la Blue Factory, qui est l'incubateur d'une école de commerce qui s'appelle l'ESCP, qui est basée en Europe et notamment à Paris. Donc on a des incubateurs d'écoles, corporate, donc de grands groupes, des incubateurs privés, des incubateurs associatifs. Et on a vraiment voulu avoir cette complémentarité-là, parce que par rapport à ce que vous disiez au début, effectivement, chaque structure d'accompagnement a des objectifs et des intérêts qui peuvent être divergents. Et si on a envie d'être au service des entrepreneurs, il y a besoin de se parler, de regarder les choses différemment et d'avancer ensemble, malgré le fait que nos modèles économiques sont différents, nos objectifs d'accompagnement sont différents. Et quand on se réunit, en gros, on parle de tout ça. Donc on parle on met sur la table nos modèles économiques, par exemple, pour essayer de voir comment est-ce qu'on fait pour garder un équilibre et pour pas tous être dans une compétition qui finalement est mortifère et au contraire, peut-être ensemble porter une parole autour de l'accompagnement. Là aujourd'hui, en tout cas dans les médias, on parle beaucoup des financeurs, mais on ne met pas forcément suffisamment en lumière l'importance de l'accompagnement pour les entrepreneurs. Donc c'était un de nos objectifs. Et puis aussi, oser ouvrir un peu
la boîte de Pandore et parler des choses qui sont compliquées, à savoir par exemple le biais de sélection ou le biais dans le fait que les profils d'entrepreneurs qui ont accès à certains accompagnements du fait de la façon dont on sélectionne ou dont on communique sur la possibilité d'être accompagné, ça peut créer un biais dans juste l'accès, ne serait-ce qu'avec tous ces buzzwords, il y a plein de gens à mon avis qui comprennent rien. Et puis des sujets aussi autour du fait que on a besoin de faire complètement évoluer nos accompagnements, et c'est pour ça que quand on parle d'écosystème et que tu disais que c'était un écosystème vivant, ça je pense que c'est très important. Moi, ce que je peux voir, là c'est plus vraiment très très pratique, j'ai beaucoup d'étudiants entrepreneurs et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui on parle tellement de comment accompagner qu'ils sont perdus parce qu'ils perdent leur flamme spontanée de ok j'y vais, je pars à l'aventure et puis on verra, et ils sont tous arrivés avec toutes les méthodologies qu'ils ont entendues dans je ne sais combien de conférences, de podcasts, etc. Et ils sont complètement coincés à plus du tout être naturels dans leur création. Et ça, je pense que les accompagnateurs, on a un rôle d'arrêter de faire croire qu'en remplissant des canevas, c'est comme ça qu'on crée une entreprise. Pas du tout. Ces canevas, ils ont été créés après avoir étudié des gens qui sont allés à l'aventure. Et bon, là... Impeccable, merci Maëva. Non, mais on aura l'occasion d'aller un petit peu plus loin. Je retiens donc l'origine, comme vous l'avez dit, des accompagnateurs qui mettent en place un réseau. Vous avez parlé de clarifier l'offre, on y reviendra aussi tout à l'heure. Le modèle économique de chacun, comme vous l'avez dit, parce qu'il y a des phénomènes autrement de concurrence, et c'est pas toujours simple, même si on s'appelle tous partenaires, on a quand même chacun nos intérêts. Et puis la notion d'évolution sur laquelle on reviendra, que Karim avait abordé effectivement. Absolument. Merci Hélène. BPI, et puis on entend quelque chose autour, on voit de temps en temps la parmi là, CapCréa, c'est ça ? C'est ça, c'est CapCréa, ouais. Donc BPI, rapidement, moi du coup je représente la direction de la création, qui est une des directions les plus récentes de BPI, puisqu'en fait on fait suite à l'agence France Entrepreneur et aux activités de la Caisse des dépôts donc depuis 2019. Effectivement, donc on va avoir 5 ans sur la direction de la création. Donc 5 ans pour comprendre ces écosystèmes, ces nombreux écosystèmes, les acteurs qui la composent et puis les grands enjeux. Et donc sur les grands enjeux BPI, pour nous c'est de manière très simple. On constate une très forte augmentation du nombre de créations d'entreprises chaque année, depuis 2019 en fait. C'est assez exponentiel et la part d'entreprises accompagnées reste stable. On sait aussi que dans ceux qui se lancent, il y a beaucoup de micro-entreprises, beaucoup de jeunes. Donc on pense qu'il y a un intérêt à ce que tous ces nouveaux entrepreneurs connaissent l'accompagnement et se fassent accompagner. Et donc c'est pour ça qu'on part sur l'idée d'augmenter le nombre de créations accompagnées et financées. Et donc on appelle ça le x2, les réseaux d'accompagnement qui font partie de notre écosystème connaissent bien cette ambition, à tel point d'ailleurs que cette ambition en fait on l'a portée autour de la création d'un collectif, donc le collectif CapCréa, qui aujourd'hui est un collectif national avec donc les 27 réseaux d'accompagnement qu'on soutient. Et on a travaillé donc sur un peu tout ce qu'on s'est dit ce matin, donc des grandes thématiques sur la clarification de l'offre, comment le porteur de projet s'y retrouve dans son écosystème, comment les salariés de ces réseaux mais aussi les bénévoles viennent, montent en compétences, s'organisent aussi au sein de ces écosystèmes, comment ça se finance un écosystème comme ça, et puis comment ça se matérialise et comment également il se rend visible. Et aujourd'hui, et on y reviendra parce que c'est un des grands sujets, CapCréa est national et il ne peut pas vivre s'il reste que national, puisqu'en fait un entrepreneur il appartient à une région avant d'appartenir au national, et qu'au niveau régional, les régions se sont organisées depuis un certain nombre d'années, ont créé leur écosystème, et donc c'est comment on peut fonctionner avec les régions, quels sont nos objectifs partagés au profit de l'entrepreneur et comment on peut fonctionner. Merci. Donc un constat, les nouvelles entreprises pas plus accompagnées qu'avant, des jeunes, des micro-entreprises, donc des entreprises de très petite taille. On va rejoindre ce que Maëva disait. Connaissent-ils l'accompagnement et comment peuvent-ils y accéder? Et puis après, on a entendu déjà la montée en compétences aussi des salariés et des bénévoles. Et puis l'aspect ressources, c'est quelque chose qui ne va peut-être pas déplaire à Fabrice, puisqu'on est arrivé sur le terrain de la région.
Donc, comme je disais en te présentant, il y a le mot réseau, il y a un historique dans la région, il y a un fonctionnement. Donc, bien à toi de nous en dire plus. Alors, en quelques mots, donc moi je travaille pour l'agence ADOC. L'agence ADOC, c'est l'agence régionale de développement économique de l'Occitanie, donc pilotée et financée par le conseil régional. Dans notre direction, on pilote 3 réseaux. Le réseau innovation, le réseau entrepreneur, réseau des acteurs de la création reprise d'entreprise, à pas confondre avec le réseau entreprendre, hein, parce que ça peut arriver. Et on va d'ailleurs pas tarder à changer de nom. Le réseau IP+, le réseau des incubateurs et des pépinières. Voilà, donc moi je pilote un département dans lequel j'ai... Bon, ils font pas que ça, mais 6-8 personnes, dont plusieurs positionnées sur les différents réseaux, que sont le réseau entrepreneur et le réseau IP+. Voilà, donc l'histoire rapide. Ça fait une 20aine d'années que ces réseaux existent. Comment dire ? Je partage les difficultés de mettre en place ce réseau au départ, hein, parce qu'effectivement, on se regarde, on est concurrent, et travailler en réseau quand on est dans une compétition, ça, c'est pas très facile. Donc ça veut dire qu'il faut déjà s'entendre sur les objectifs et sur l'intérêt de créer ce réseau. Pourquoi on est là, à quoi ça sert, et quels services on va en retirer. Donc nous, on travaille maintenant en plan d'action annuel. Hein, donc on a des chargés de mission à temps plein qui sont vraiment, dont c'est la mission. Donc il faut effectivement un peu de moyens humains et de moyens financiers, parce qu'au-delà du plan d'action, il faut quand même qu'il y ait un contenu digne de ce nom. Donc ça prend du temps, ça prend quelques années pour arriver à mettre tout le monde autour de la table. Aujourd'hui, alors je suis peut-être pas le mieux placé pour le dire, mais en tout cas ça fonctionne très bien. Enfin, on arrive à franchir un certain nombre de paliers qui font que, en fait, si on prend un peu de recul, travailler en réseau va permettre d'aller plus loin que de travailler seul dans son coin. L'objectif, on va faire court aussi, mais l'un des grands objectifs rappelés par la boussole étant celui de l'orientation du porteur de projet, paumé dans cet écosystème, hein, nous aussi d'ailleurs des fois, certains jours. Ça ne va pas en s'arrangeant. Puisque voilà, dans le dernier appel à projet par exemple de la région, on a encore une 20aine de structures supplémentaires qui sont labellisées, donc ça pose des questions chez nous d'organisation par exemple. Donc il y a ça, et après effectivement on va être organisé sur un plan d'action qui va être mûri et réfléchi en commun en amont. Donc c'est-à-dire il faut se mettre d'accord d'abord sur les objectifs et ensuite sur les actions. Alors les actions, ça peut être nous par exemple, du 6 novembre au 6 décembre, on va mener, on met en place un mois de la création reprise d'entreprise. Donc plutôt que chacun fasse une opération individuelle dans l'année, on va en faire une tous ensemble, on va frapper plus fort en termes de communication, ça génère aussi des économies d'échelle, et ce qui nous permet d'être beaucoup plus visible, hein, puisqu'au-delà de l'orientation, il y a la problématique de la visibilité, c'est-à-dire il faut expliquer qui on est, ce qu'on fait, etc. Donc tout ça se fait dans le cadre de ce réseau. Et puis après, côté incubateur et pépinière, on va un peu plus loin dans la réflexion, puisqu'on organise des lab sessions, notamment sur... là, je rebondis sur ce qui a été dit, sur le modèle économique, hein, c'est-à-dire comment on fait, entre autres sujets, hein, on a celui du modèle économique qui se pose et qui devient quand même... un vrai sujet d'interrogation pour l'avenir de certaines structures, sachant que nous, on fédère une partie de l'écosystème, hein, donc c'est-à-dire on est plutôt institutionnel, chambre de commerce, chambre de métier, BGE, etc., BPI France aussi, Pôle emploi, etc. Hein, donc on a plutôt un côté institutionnel, et qu'il y a aussi d'autres acteurs privés, très fortement dynamiques, avec l'avènement du CPF et les services en ligne, hein. Donc on est bousculé aujourd'hui même dans notre fonctionnement réseau, mais je pense, en tout cas j'espère, qu'on a un petit temps d'avance. En tout cas on a une force qui va permettre d'être mieux vu, et surtout donner de la place à des acteurs, c'est aussi ça l'intérêt de travailler en réseau, qui n'ont pas forcément la force de frappe pour exister, mais alors, je ne vais pas citer de nom après avoir dit ça, parce que sinon on va me dire mais de qui parle-t-il. Donc c'est un exemple comme ça, je citerai personne, mais ça permet aussi de faire évoluer un certain nombre d'idées sur ce qu'est la création d'entreprise et son évolution, hein. Effectivement, on parle de couveuse, on parle d'incubateur, on parle de scope, on parle de... Voilà, on jargonne
comme des fous. Voilà, donc on a des chefs d'entreprise en face qui veulent juste créer. Donc il faut qu'on soit un peu au clair avec un enjeu qui est donc celui de pousser la bonne porte au bon moment pour trouver le bon interlocuteur, pour pas gâcher finalement tout, hein, ce qu'on fait encore un peu de temps en temps. Hein. On entend certains porteurs de projets, certains parcours, on se dit oula, il y a celui qui va taper à toutes les portes. Alors celui-là, on le connaît tous. Voilà. On le revoit 5 ans plus tard, il est toujours en train de taper aux portes. Mais voilà, donc c'est la nécessité de s'organiser. Plus on est nombreux, plus l'écosystème est dense, et plus il y a un enjeu vraiment sur la visibilité et la connaissance de l'écosystème, plus ça devient primordial. Merci Fabrice. On rentre petit à petit plus précisément dans le sujet. Tu as parlé des 3 actions que tu peux mener. Tu es revenu sur la notion de concurrent, effectivement, avec les objectifs et les intérêts qui doivent être un peu plus partagés. Les moyens humains, tu l'as dit, ça demande des moyens pour faire fonctionner tout ceci. L'orientation, tu es revenu un peu sur cette notion d'orientation du porteur de projet. Tu nous dis autre chose aussi, c'est que le nombre de structures est en train d'augmenter et que de fait, ça, vis-à-vis des écosystèmes, ça pose des petites questions de réadaptation. Le plan d'action réfléchi, c'est-à-dire l'impliquer les personnes par rapport à ce que l'on va faire. Et puis autre chose sur lequel tu es revenu en disant, pour certaines structures peut-être ayant moins de moyens ou de plus petite dimension, être attaché à certains écosystèmes peut leur permettre de passer à travers toutes ces vagues ou cette turbulence-là, si j'ai bien compris. Oui, c'est un bon résumé. Je vais en rajouter, mais je vais céder la parole. Bon, on rentre un peu plus encore dans le détail, mais merci en tous les cas. Après cette présentation approfondie, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin par rapport à vos objectifs de départ ? Dans le lancement de cet écosystème, Maëva, est-ce que vous avez des commentaires un peu à faire, objectifs atteints, que ce soit par rapport aux structures d'accompagnement, que ce soit par rapport aux créateurs, est-ce qu'on a franchi des étapes, ou par rapport voire même au territoire, c'est-à-dire vous avez abordé les échanges d'expériences, tous ces points-là, la clarification de l'offre qui est importante pour les créateurs, vous avez dit qu'il était encore un petit peu perdu. Voilà, sur ces points-là, est-ce que vous pouvez réagir, Maëva ? Je dis une fois tu, une fois vous, parce que ça dépend des moments. Donc, pour donner du sérieux à la question, j'ai dû dire vous, voilà. Oui, et puis vous, la boussole, finalement, je représente un grand collectif. Oui, c'est vrai que ça a pas mal bougé. Hein. Encore une fois, 2018, quand on a commencé, on était 10 et 10 Parisiens. Et aujourd'hui, on est 83 avec vraiment beaucoup d'acteurs qui sont en dehors de l'Île-de-France, et heureusement. Déjà, pour vous dire juste comment on est organisé, donc au niveau de l'association, il y a une personne qui travaille à temps plein, Clémence Boxberger, qui est notre directrice générale. On parlait de moyens, c'est vrai que ça a un coût de mettre en place un écosystème et une communauté et de le maintenir. Et dans notre cas, donc la boussole, elle est complètement autofinancée par l'adhésion des membres, ce qui ne nous permet pas de financer plus qu'un poste à temps plein. Et on a la chance d'avoir quelqu'un d'extraordinaire. Mais il y a un vrai sujet justement sur comment est-ce qu'on peut maintenir dans le temps un écosystème, et ça coûte vraiment de l'argent, et la multiplication des écosystèmes peut-être aussi fait une dispersion de fonds. Il y a peut-être moyen de mutualiser, ça peut être un sujet par rapport à l'argent qui est dépensé pour tenter de créer la mutualisation d'actions, mais du coup les ressources derrière, comment on fait. Donc en tout cas aujourd'hui on a la chance d'avoir une personne, Clémence, qui est vraiment super et qui fait vivre toute cette communauté qu'est la boussole, et autour d'elle il y a un conseil d'administration où on est 15 personnes, et dans ce conseil un bureau où on est 6, et on est tous des responsables de structures d'accompagnement. Donc ça, c'est vraiment notre quotidien. Comment est-ce que ça a évolué ? Ça a beaucoup évolué. En fait, on a eu une première phase qui avait plus été une phase de parler des différents sujets, des problématiques, devenir tous plus intelligents par rapport à nos points de vue respectifs, par rapport à ce qu'on vivait. Et puis, on est entré dans une deuxième phase où on a vraiment mis en place des actions et des projets communs. Donc, une première chose qu'on a faite, c'est ce qu'on appelle le Startup Manager Day. Désolée pour les anglicismes, mais voilà, vous savez l'écosystème justement dans lequel on est.
Le Startup Manager Day, c'est une initiative qui dure une journée où on invite du coup à venir, bien sûr issus de la boussole, mais aussi c'est ouvert à tout le monde. Le dernier a lieu à Marseille, je crois, si je me trompe pas, c'était le 9 juin de cette année. Et pendant une journée, en fait, toutes les personnes qui au quotidien accompagnent se réunissent et on fait des petits ateliers pour pouvoir partager nos manières de faire et nos problématiques. Donc très concrètement, vous pouvez avoir une discussion autour de quels sont les outils technologiques que les uns et les autres utilisent pour pouvoir gérer leur programme d'accompagnement, où sont les problèmes identifiés et est-ce que éventuellement, même au sein de la boussole, on peut créer quelque chose qui puisse aider. Et donc une des idées sur laquelle qu'on avait prototypé, puisque finalement on s'auto-incube, on avait appelé ça le mercato de la boussole, qui était en fait la possibilité à chacun, quand on avait accompagné quelqu'un qui devait aller vers la suite de son accompagnement, comment est-ce qu'on pouvait se partager ces profils-là, se les recommander pour pouvoir accompagner en continu. Et il y a une deuxième chose, donc je parlais aussi de la prise de parole un peu publique pour pouvoir pousser l'accompagnement et pousser à d'autres points de vue. Et donc là, on a eu une étude qu'on a fait, enfin c'était pas une étude, c'était plus un rassemblement de bonnes pratiques sur la question de la diversité et de l'inclusion qu'on a fait cette année, qui pour nous était un peu le sujet de l'année pour pouvoir faire bouger les lignes au sein des accompagnateurs sur la façon dont ils accompagnent. Vous pouvez nous dire un mot sur la notion de clarification de l'offre que vous avez pu faire, puisqu'on a entendu que c'était pas toujours très simple pour le créateur? Alors absolument, pour vous dire, initialement on a fait, donc c'était quoi? C'était il y a 1 an et demi, on avait répondu à un appel à projet de la French Tech sur le Community Fund. Ils proposent en fait un financement pour développer des projets autour de la communauté pour faciliter l'écosystème d'accompagnement. Et donc on avait travaillé sur un premier outil qui s'appelle Ma Boussole, où l'idée c'était justement de faire remplir un questionnaire aux porteurs de projets qui puissent dire je suis en équipe, je suis pas en équipe, je suis dans telle région, je suis dans tel secteur, je suis à tel stade d'avancement, voilà ce dont j'ai besoin. Et puis bouton magique, il recevait un email avec la proposition en identifier des 10 structures recommandées par rapport aux structures de la boussole. Donc on l'a fait. Et en fait, une fois qu'on l'a fait, on s'est rendu compte que la pondération était impossible. Et que c'était tellement subjectif, ça dépendait tellement aussi de nos programmes d'accompagnement qui changent tous les ans, que pour pouvoir, dans l'outil, intégrer toutes les nouveautés de chacun des acteurs, c'était une tannée. Et qu'on reste une petite association, on s'est dit ça, peut-être que c'est possible, mais c'est un projet phénoménal qui peut-être devrait être fait avec d'autres acteurs, voire des acteurs institutionnels plus larges que nous, ou avec peut-être plus de moyens, on pourrait faire ça ensemble. Donc on s'est dit, qu'à cela ne tienne, on ne va pas lâcher le projet, on va se mettre au niveau du porteur de projet. Et donc on va faire en sorte que les porteurs de projet, eux, soient capables de bien comprendre qu'est-ce que l'accompagnement et comment choisir leur accompagnement. Et donc là, on a monté une conférence en fait qui dure 1 heure, qu'on a testé au mois de juin et là qu'on va vraiment diffuser à partir de septembre et faire de manière très régulière. Plus, on a fait un wiki, un Notion dans lequel on met une sorte de FAQ où on permet vraiment à l'entrepreneur de savoir comment choisir. Et puis nous, on va se concentrer sur le fait de rendre nos structures d'accompagnement solides et sérieuses. Et je ne sais pas pourquoi, en vous écoutant tout à l'heure, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, finalement, quand on choisit son accompagnateur, c'est un peu comme quand on choisit la ville dans laquelle on va vivre. Personne ne peut vous recommander quelle est la meilleure ville dans laquelle vivre. En revanche, la ville peut faire en sorte d'être très accueillante. Et d'avoir toutes les facilités pour que si quelqu'un vient chez elle, il se sente bien. Et je pense qu'il y a de ça, il faut sortir de cet imaginaire et qui pense est lié à la peur de l'entrepreneur qui crée, qui est toujours dans cette incertitude, il rêve d'avoir l'accompagnateur le meilleur. En réalité, il y a quelque chose de beaucoup plus mystérieux qu'on doit prendre en compte. Merci. On va revenir sur quelque chose. J'ai comme l'impression qu'Hélène a envie d'un petit peu de dire sur cette clarification de l'offre, un acteur un peu plus important qui mettrait en place un outil à faire évoluer pour savoir où je vais, qui peut m'aider, c'est ça, non? C'est ça. Je suis en train de dévoiler quelque chose.
Donc Maëva, tu parles de boussole, et du coup je fais le parallèle parce que nous, ce qui nous drive beaucoup, justement sur ce sujet de pouvoir offrir à l'entrepreneur la réponse à son besoin d'accompagnement de manière digitale, ce qui nous drive, c'est Doctolib. Donc on se dit, mais en fait ça marche hyper bien dans la santé, on a besoin d'un médecin, on va prendre notre rendez-vous. Et donc c'est ça qu'on veut faire, et c'est ça qu'on est en train de lancer. Alors Doctolib, c'est la fin de la chaîne digitale. Il y a tout un parcours digital avant pour l'entrepreneur. Donc en quelques mots, je vous le présente. En fait, ça s'appelle le PASS. Donc c'est le PASS entrepreneur. C'est l'idée qu'un porteur de projet... on constate aussi que sur BPI France Création, on a 15 millions de vues par an. Donc c'est comment en fait ces 15 millions de personnes qui se sont connectées parce qu'elles sont allées chercher de l'information, on peut aller plus loin avec elles en leur proposant de se créer un PASS, donc qui serait leur outil à elles, leur outil digital pour structurer un peu leur projet de création. Structurer leur projet de création, donc déjà en renseignant, forcément, on passe toujours par là, un certain nombre d'informations sur elles, sur leur projet, sur ce qu'elles ont envie de faire, et puis en étant un outil facilitant aussi quand ils vont commencer à rencontrer des acteurs, donc de pouvoir notamment transmettre facilement des informations, les documents qu'on retrouve toujours à partir du moment où on veut faire une étape administrative, donc avoir une sorte de coffre-fort numérique rattaché à ce PASS. C'est aussi pouvoir pousser du contenu, pouvoir aller s'informer, se former sur certaines thématiques, et puis jusqu'à la prise de rendez-vous, en ligne avec le réseau ou les réseaux qui s'apparenteront le plus à son besoin. Et donc là, on en revient forcément à l'implantation régionale de ce créateur, parce que une réponse nationale, elle n'a pas de sens. Elle n'a de sens qu'à partir du moment où on prend en compte l'écosystème dans lequel l'entrepreneur se trouve, donc régional. Et puis vous avez parlé en tout début aussi des métropoles, et on sait que selon les régions, il y a des métropoles aussi qui sont très organisées et parfois de manière plus poussée que peut-être la région. Donc il faudra aussi aller travailler avec les métropoles là-dessus. Et donc voilà le travail qu'on a mené, et ce travail qu'on a mené, on a commencé à le travailler avec le collectif CapCréa sur la clarification de l'offre au niveau national. Je sais que les régions l'ont déjà fait au niveau régional et que c'est peut-être des discussions et des enjeux qui sont un petit peu différents, mais en tout cas il fallait absolument qu'on y arrive au niveau national avant de se dire avançons. Ça nous a pris 1 an, ça a été très compliqué, et les réseaux ont réussi à avancer en se disant il faut qu'on se concentre sur ce qu'ils ont appelé la zone de génie. En fait, ils ont un cœur de métier, et puis les opportunités, les décisions politiques, les sujets portés au niveau État, région, etc. ont fait qu'en fait il y a un pluralisme de financement, il y a un pluralisme d'action qui est mené par ces réseaux, et c'est là où en fait les créateurs commencent à se perdre vers qui ils doivent aller, parce qu'en fait les réseaux commencent à faire tous la même chose, parce que les modèles économiques sont compliqués, parce que les financements se raréfient, et parce que les financeurs lancent des appels à projets qui sont pas forcément toujours très concertés entre eux, donc il y a une responsabilité des financeurs là-dessus. Pour s'accorder, ce qu'on a essayé de faire, et puis à partir du Covid, c'est reparti dans le mauvais sens, ça s'est mis à partir dans tous les sens sur les appels à projets. Donc on s'est concentré sur cette zone de génie, donc on a réussi à aboutir, et ça sera donc cette clarification de l'offre, on en a fait une cartographie, on en a fait un document qui sera public à Big. Voilà. Merci. On reviendra après sur l'aspect financement, mais peut-être demander à Fabrice sur des points qui font partie de son quotidien, certainement, cette clarification de l'offre. Et puis peut-être après on rentrera sur ce qui a été dit, les appels à projets qui, quelquefois... Bon, c'est un sujet compliqué, l'orientation, la clarification. On a déjà essayé de le faire, beaucoup ont essayé, ils ont plutôt souvent échoué que réussi. On a un exemple. Donc bon, après il faut, je pense, pas placer la barre trop haut en termes d'orientation. Il faut être capable déjà, à mon avis, de passer d'une centaine d'interlocuteurs à 10-15, c'est déjà pas mal. Après, charge effectivement au porteur de projet de faire son chemin. Donc nous, on est passé par des sites web, on est passé par des guides papier.
Aujourd'hui, ça flotte un peu, on va dire, parce que il y a d'autres sites web qui se sont lancés sur la région. Donc, c'est un sujet qui nous fait encore travailler, qui est toujours pas résolu. Mais effectivement, se pose la question quand même de la taille critique. Est-ce qu'il faut être une région ou est-ce qu'il faut être finalement plutôt un État, que ce soit traité au plan national. Donc, c'est très bien que ça soit fait. Après, bon, que dire? Alors, je digresse un peu, mais l'intérêt du travail en réseau et de l'écosystème entrepreneurial, je voulais dire deux choses. La première, c'est insister sur l'importance de l'humain. Il y a quand même deux écosystèmes dans notre écosystème. Il y a celui de nos élus et de nos dirigeants, et puis il y a celui des techniciens de terrain, qui lui est beaucoup plus souple et à l'écoute. Et c'est sur celui-là qu'il faut s'appuyer, parce que la volonté... Finalement, nos métiers, pourquoi on les fait? Pour rendre service à des porteurs de projets. Et puis plus on rend un service intéressant, plus on est heureux, voilà. Et plus on tend à cet objectif. Et quand le réseau a cet objectif, finalement, on se retrouve et on va parler un peu tous le même langage et converger vers cet objectif. Alors, charge à l'animateur de bien valoriser tout le monde, de faire en sorte que chacun trouve sa place, ce qui est un exercice parfois un peu périlleux, mais en tout cas, en réfléchissant un peu avec des cartes, non, je plaisante, on y arrive, mais voilà, ça c'était l'importance effectivement de l'écoute et de l'humain dans la réussite. Alors, bon, l'écosystème il s'impose, mais après l'écosystème qui interagit et qui est efficace à destination du porteur de projet, il faut effectivement le cadrer, mais je pense que voilà, il y a vraiment une possibilité de le faire. Et la deuxième chose, dont je vais pas, comme tu me poses pas la question, je réponds quand même. C'est une bonne question d'ailleurs. Non, mais c'était parmi les actions qui ont du sens et qui permettent aussi de faire en sorte que cet écosystème, parce que nous on mesure les effets directs. Alors combien on a fait de réunions, combien on a fait de machins, tout est chiffré. Un écosystème, ça se mesure difficilement à l'aide de statistiques. Alors oui, on a un nombre d'adhérents. On fait un nombre de réunions, mais est-ce qu'on est plus efficace parce qu'on fait plus de réunions, parce qu'on est de plus en plus nombreux? Non. Donc ça, c'est difficile à mesurer. Donc c'est vraiment l'effet indirect et qui du coup est difficile aussi à vendre entre guillemets, c'est-à-dire pour aller chercher de la ressource humaine ou financière, expliquer qu'on va mieux travailler ensemble parce qu'on se connaît mieux. C'est un peu léger. Pourtant, on constate quand même que au regard du contexte, qui est celui de l'éclatement de l'écosystème, ça devient nécessaire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas à un moment donné une clarification, on est un pays super qui rend service à plein de porteurs de projets, alors le parcours qui suit, il est plus que chaotique. Enfin, en tout cas, il y a un vrai intérêt à faire ce travail-là. Et l'un des moyens d'y arriver, c'est ma conclusion. Non, mais c'est bon, ça. C'est bon. C'est parmi les actions, pour donner aussi des exemples concrets, puis un retour d'expérience un peu terrain, et qui fonctionne bien, c'est l'idée de monter en compétences tous ensemble. Si on veut être un bon réseau, il faut être un réseau bien formé et compétent. Alors là aussi, il faut un peu de budget, mais c'est vrai qu'on porte, nous, un programme de formation qui, au départ, a été regardé d'un œil bizarre en disant « mais alors c'est la région qui va nous former à notre métier de conseiller en création reprise d'entreprise. Si je vais dans ces formations, on va croire que je ne suis pas compétent sur le sujet. Si je vais dans un stage qui s'appelle analyse financière niveau 1, on va se dire tiens, je suis vraiment nul en analyse financière. » Donc il y a eu tous ces freins-là qui ont été balayés, puisqu'on est passé, on était 6 têtes de réseau, maintenant on en a 19, etc. Donc aujourd'hui, on est sur un programme de formation de 26 sessions de stage de 1 à 2 jours, avec 300, 350 places, j'ai plus les chiffres exacts en tête, et 500 à 600 demandes. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on est submergé par la demande. L'intérêt, c'est à la fois de se dire qu'on est un réseau plus fort, parce qu'on est formés aux évolutions de nos métiers, et quand même elles sont nombreuses, le numérique elle nous a quand même fait secouer, mais c'est très bien, c'est un plus. Et donc ces formations-là vont aussi avoir cet effet indirect dont je parlais, qui est difficile à mesurer, c'est qu'on va se connaître. Quand on a passé 2 jours de stage à côté de quelqu'un, tout à coup c'est beaucoup plus facile de lui parler d'un porteur de projet, d'une interaction possible. Donc on en est là, on travaille nous aussi, on organise tous les 2 ans des rencontres régionales. Alors on le fait en décalé de Procréa d'ailleurs, parce que sinon
on aurait trop de monde et il n'y aurait pas Procréa. Non, je plaisante bien sûr. Et donc, voilà, donc on est vraiment sur ce retour d'expérience-là, et la formation est un des moyens très fédérateurs de parvenir à aller de l'avant. Mon cher Fabrice, merci. Dans les points que je voulais te demander, effectivement, il y avait cette notion de communication mutualisée que tu as abordée tout à l'heure avec l'événement dont tu as parlé. Et puis je t'aurais parlé de la formation des créateurs, mais tu devances tout, donc c'est très très bien. Oui, mais on avait fait un gros travail de préparation, c'est pour ça. Par contre, je pense que sur l'aspect formation, Hélène aura une écoute, et puis d'autres personnes peut-être dans la salle, puisque BPI, sur la formation travail, pas une réaction, mais aussi une présentation au niveau de la mutualisation qui peut être faite. Tu l'as abordé tout à l'heure avec la base pour l'orientation des créateurs, mais il y a peut-être d'autres choses aussi. Oui, mais je suis complètement en phase avec ce que Fabrice vient de dire sur l'importance de la formation des salariés de ces réseaux et aussi des bénévoles. Et qu'en fait, si on veut travailler à ce que donc le collectif, donc l'écosystème fonctionne bien, ça veut dire qu'il doit y avoir une confiance dans l'autre, donc dans l'autre réseau avec lequel je vais travailler, mais auquel je n'appartiens pas. Et cette confiance, elle passe par l'assurance que l'on peut avoir sur les compétences de l'autre. Et donc la formation, adresser une formation qui est commune, s'assurer que tous ont un bon niveau de compétences, c'est essentiel. Et puis il y a aussi l'interconnaissance dans un écosystème, c'est essentiel, et ça les réseaux nous l'ont beaucoup dit. C'est essentiel qu'ils se connaissent, donc ils sont 27 et en fait aujourd'hui la plupart ne se connaissent pas. Les gros, puisqu'on les appelle les gros, les big five se connaissent, mais après les autres c'est plus difficile, donc il y a aussi un sujet d'interconnaissance, et ça ce sujet de la formation il fait aussi appel au sujet RH, au sujet de turnover, donc c'est quelque chose qui doit revenir régulièrement parce que les équipes changent beaucoup, et ça soulève aussi le sujet RH des réseaux. Nous, si on veut faire x2 sur l'accompagnement, il faut qu'il y ait des équipes, et aujourd'hui les structures nous disent qu'elles sont plutôt en difficulté sur le recrutement, sur l'attraction et puis sur le maintien des équipes. Donc ça, c'est aussi beaucoup de sujets qu'il faut résoudre et qui ne se résoudront pas par les montants de salaire. Donc solution à trouver. Et puis il y a aussi un intérêt assez fort à créer des passerelles, en fait, des parcours pour les salariés cette fois-ci, pour qu'il puisse y avoir des évolutions au sein de l'écosystème, donc au sein du collectif, pour avoir une perspective de carrière, ce qui peut manquer parfois sur une petite structure très spécialisée dans une région, et les salariés ne se projettent pas forcément dans une carrière un peu plus longue. Merci Karim, je vais te demander de réagir, mais je trouve qu'on a commencé à entendre d'autres choses aussi. Chacun trouve sa place, l'aspect humain, la confiance, des choses que tu as dites rapidement. Sur la formation, on ne peut que dire oui. Bien penser que c'est vrai que les têtes de réseau se connaissent, les responsables. Souvent, quand on descend dans les strates, ils se sont jamais rencontrés. La façon justement de créer des liens, c'est certainement la formation. On a entendu pas mal de choses là. Oui, au travers de ces trois présentations. On a vu beaucoup de complexité finalement, avec une variété d'actions. J'en avais conscience. Des actions parfois difficiles effectivement à coordonner, et c'est tout l'enjeu aussi. Et on voit qu'il y a des coordinations qui se font par exemple sur les têtes de réseau au niveau national, et quid effectivement de la déclinaison à des niveaux plus régionaux, voire local, et c'est là où est l'enjeu. Ce qui est intéressant finalement, c'est qu'on voit deux logiques émerger, une logique un peu top-down, mais qui est nécessaire parce qu'elle crée des incitations, notamment à travers des actions de financement, des incitations à la mutualisation, la mise en place de réseaux formalisés, et des choses qui étaient évoquées par Maëva, qui sont aussi bottom-up, émergente, où effectivement on va réfléchir ensemble à la création d'outils, se projeter. Et je pense que ces deux logiques, il faut les faire cohabiter. Il n'y en a pas une qui prime sur l'autre. On a besoin d'une vision, on a besoin quand même à un moment donné d'un cadre, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même les acteurs, bien évidemment les structures d'accompagnement, presque à un niveau individuel, mais aussi les entrepreneurs.
Et c'est vrai que sur un certain nombre d'actions, on ne les voit pas toujours. On ne voit pas toujours, hein, on parle souvent de parties prenantes, c'est grand principe, là aussi, de dire on va associer à la décision, à l'action collective, etc. Mais il y a un certain nombre d'acteurs, voire d'autres acteurs, l'écosystème entrepreneurial, les acteurs de la formation. On évoquait une action de formation, quid des formations qui existent dédiées à l'accompagnement entrepreneurial, comment on les articule, comment on crée de la cohérence entre l'ensemble de ces différentes dimensions. Donc je dirais que toutes les briques sont là et on voit bien que l'enjeu c'est bien de créer les connexions dans le temps. Les connexions, les interactions et comme tu l'as dit depuis le départ, qui entraînent une certaine complexité dans la mise en place et dans la vie de tous ces écosystèmes. En sachant qu'ils peuvent être très très complémentaires les uns des autres, mais il faut arriver à trouver aussi entre eux, dans l'intérêt du porteur de projet, oui, des connexions qui fassent fonctionner tout ça. Après, on a évoqué l'idée d'une diversité qui est liée à l'émergence d'un très grand nombre d'acteurs. Alors, c'est sûr que ça pose un certain nombre de questions, voire de problématiques, mais en soi, c'est aussi révélateur peut-être d'une santé de l'écosystème entrepreneurial. On a de nouveaux acteurs qui ont une nouvelle vision, de nouveaux outils, de nouvelles approches, qui viennent challenger des acteurs existants. Et donc finalement, même si effectivement ça pose la question de la soutenabilité de tous ces acteurs, on le voit sur les problématiques de rémunération par exemple, où on voit un certain nombre d'acteurs qui ont du mal effectivement à se projeter dans la durée, mais en même temps, c'est ce qui a permis effectivement de créer la dynamique qu'on observe aujourd'hui. Ce qui a été signalé tout à l'heure, c'est l'arrivée aussi de certains acteurs privés qui a priori n'étaient pas trop dans certains écosystèmes et qui arrivent aujourd'hui avec, comme tu l'as dit, le à distance et autres, et la formation, la possibilité de rentrer dans le système et de frapper à la porte. Ce que Maëva ressent moins, puisqu'il y a des acteurs privés dans votre système, Maëva. Voilà. Donc on a un fonctionnement avec acteurs privés plutôt, et puis après d'autres où on ne les avait pas trop vus dans le système, dans l'écosystème. Après, oui, ce qui est peut-être un élément de complexification, c'est qu'il y a une très grande diversité. Pour le coup, ils ne sont pas forcément fédérés, organisés, ils sont en marge des réseaux classiques. Et c'est vrai, quand on veut faire une cartographie, une représentation, plus difficile à faire rentrer dans l'analyse. Et donc l'enjeu, c'est peut-être aussi de les associer. Mais on voit bien que c'est pas simple, parce qu'il y a d'autres questions, je dirais presque politiques, qui sont soulevées. Vous voulez réagir, Maëva ? Allez-y. Si je peux. Oui, bon, dans le fond, pourquoi pas. Allez-y, Maëva. Non, je voulais juste rajouter peut-être un peu de poil à gratter quand même dans l'échange. Parce que donc il y a quand même quelque chose qui se passe en ce moment qui est compliqué. Allez, dites-nous. Et j'espère et cet échange-là, je pense, peut l'aider. C'est que justement, il y a beaucoup d'écosystèmes qui se créent, oui, et c'est-à-dire des institutions qui peuvent être privées ou publiques, aujourd'hui plutôt publiques dans celle à quoi je pense, qui disent voilà, adhérez à mon réseau qui vise à connecter des accompagnateurs, alors soit au niveau national, soit au niveau régional, soit sur des thématiques. Sachant que ces accompagnateurs sont déjà membres de certains réseaux. Donc on se retrouve à un espèce et sachant que ces réseaux demandent une adhésion, donc un prix à payer, et que dans certains cas, ce qui est compliqué, c'est que quand c'est un acteur qui a une visibilité nationale, il y a quelque chose où si on n'adhère pas, peut-être que de l'extérieur, on va avoir l'air de ne pas être dans le coup. Même si, au fond, on n'en a pas forcément besoin, ou on est déjà dans certains réseaux. Donc, en même temps, je pense effectivement que c'est lié finalement à la jeunesse de toutes nos actions. Et donc, c'est normal que chacun, depuis là où il regarde, se dit « Ah bah tiens, il faut qu'on s'organise ensemble » et n'est pas au courant que d'autres vivent la même expérience. Et c'est pour ça que des événements comme Procréa, par exemple, où toutes les occasions où les acteurs du terrain se rencontrent, se parlent, et comme là, l'échange qu'on a ici, c'est comme ça qu'on peut peut-être se rencontrer et se dire « Ah bah tiens, toi aussi, t'as prévu de faire la même chose que moi, et c'est normal parce que c'est
ce que le monde, enfin c'est la logique évolutive. Et bah tiens, est-ce qu'on pourrait pas, plutôt que de faire chacun de notre côté, le faire ensemble, ou en tout cas à quel endroit on peut mutualiser. Et donc ça, c'est vraiment ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il y a une spécialisation des accompagnateurs. Donc les accompagnateurs, déjà, pour la plupart, là où ils étaient sur tous les domaines et à toutes les étapes de développement, sont obligés, comme tu le disais, d'avoir leur zone de génie, donc d'arriver doucement à dire ok, bah maintenant je trouve ma place, et trouver sa place, c'est justement être le meilleur à un endroit qui permet de faire fonctionner l'ensemble de l'écosystème. Mais les écosystèmes aussi doivent trouver leur place, leur zone de génie, et fonctionner ensemble. Donc il y a cette évolution-là et qui a besoin d'arriver, parce que pour l'instant c'est un petit peu trop. Ça te plaît, ça, ce qu'on vient d'entendre, non? Oui, absolument. Oui, cette idée un peu aussi de spécialisation, mais d'avoir presque une approche stratégique. Bien sûr. Avoir une analyse stratégique. C'est quoi ces ressources clés sur lesquelles on va effectivement pouvoir s'appuyer? Comment on peut, par de la collaboration, générer ces effets aussi de levier, quelque part aussi, au service des entrepreneurs. Donc il y a effectivement des choses très intéressantes qui se mettent en place. Et on avait eu, d'ailleurs, en préparant, je dirais même Procréa et cette table ronde, cet élément de discussion, en se disant finalement un des beaux sous-écosystèmes de l'accompagnement, c'est aussi Procréa, voilà. Qui a depuis 15 ans cet objectif de réfléchir, c'est quoi les thématiques qui intéressent aujourd'hui les acteurs de l'accompagnement, qu'ils soient accompagnateurs, qu'ils soient directeurs de structure, qu'ils soient financeurs, qu'ils soient académiques aussi, et de créer ces espaces de confrontation et de pouvoir aussi se dire les choses. Je pense que c'est important dans un contexte aussi qui s'y prête. Oui. Et donc on a intérêt effectivement à pérenniser, et c'est peut-être un message à faire passer à Marie-Hélène et à Yann, d'inscrire dans la durée, parce que la confiance, c'est quelque chose qui nécessite du temps. Elle est déjà présente ici, donc on peut l'utiliser au maximum. Mais c'est vrai que c'était une de nos questions, dire est-ce que là on n'a pas un bel écosystème au travers de Procréa. Il nous reste une vingtaine de minutes. Ce qu'on pourrait demander, c'est continuer un peu dans ces discussions. Et puis, comme vous l'avez dit, du poil à gratter, on peut en mettre maintenant. Il faut le dire, parce que les acteurs qui sont ici, pour certains, ils sont confrontés à ce que vous avez dit, c'est-à-dire je suis chez l'un, je suis chez l'autre, il y en a un qui tire d'un côté, l'autre qui tire de l'autre. Il faut qu'on se le dise aussi. Il y a des moments, ils sont un peu écartelés. J'écoute qui, bon, voilà. Après, c'est du temps. Donc c'est toutes ces questions, c'est de l'argent de fait, donc c'est toutes ces questions-là. Je te laisserai, Karim, au travers de qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche mieux, quelles propositions, on en a vu certaines, jusqu'où peut-on aller, comment on fait aujourd'hui pour être sûr déjà que notre écosystème fonctionne, un peu toutes ces questions-là sur le demain, si vous avez des pistes, et puis Karim, tu réagis quand tu veux par rapport à ça. Très bien. Vous continuez votre poil à gratter, Maëva? Non? Allez-y, c'est aujourd'hui. Oui, mais du coup, vous l'avez fait? Vous n'en avez plus? Allez-y si vous en avez d'autres, ça va lancer le reste, vous allez voir, allez-y. Ou Fabrice? Allez, il y a du poil à gratter de partout, là vous avez vu, ça y est, on rentre enfin dans le sujet. Non. C'est simple, oui, mais ça va, dans quelques minutes, tu nous accordes cette partie-là, et puis après, effectivement. Ouais. Non, parce que ça ne nous sert à rien, ta question. Mais on y viendra, excuse-moi. Vas-y, Fabrice. Bon, après ça, il faut que je dise un truc intéressant. Oui, t'as non, simplement rajouter effectivement qu'on est dans un contexte particulier qui est favorable et défavorable. Favorable aux porteurs de projets, puisque effectivement les portes d'entrée se démultiplient. Donc on pourrait se dire que c'est autant d'opportunités à saisir. Le revers de la médaille, c'est qu'il y en a effectivement trop, on l'a dit. La thématique, enfin en tout cas l'évolution fait que ça se complexifie et c'est propice finalement à la création de sous-ensembles, parce que plus on est nombreux, plus dans la logique il y a de la place finalement pour faire des écosystèmes ou des sous-écosystèmes, et qu'aujourd'hui on voit monter en puissance quand même aussi, et c'est une partie de l'explication de cette évolution, toute la politique en matière d'entrepreneuriat étudiant, avec l'avènement des pépites, etc., qui se sont multipliées de partout dans toutes les régions de France et qui ont donc créé un écosystème particulier. On a aussi l'entrepreneuriat des femmes, un sujet sur lequel on a des plans d'action nationaux, régionaux sur l'entrepreneuriat des femmes, mais de fait,
c'est encore un autre angle, et c'est le problème finalement de la création d'entreprise, c'est qu'on est sur une thématique transversale. Le porteur de projet, il n'a pas d'âge, enfin s'il a un âge, mais je veux dire, il peut être jeune comme vieux, ou plus âgé, on va dire plutôt. C'est un homme, c'est une femme, alors bon, statistiquement, c'est plutôt un homme, mais enfin voilà, il n'a pas de profil type en fait. Et puis le start-upper n'est pas le même porteur de projet dans l'économie sociale et solidaire. Donc on a aussi des politiques en faveur des QPV, donc des quartiers prioritaires de la ville. Enfin voilà, donc on a rajouté quand même de la complexité importante, propice aussi à ce phénomène. Alors qu'est-ce qu'on doit en faire? C'est une bonne question, mais il faudrait, plus on veut fédérer, plus il faut de moyens humains, etc. Donc ça devient, on touche un peu la limite peut-être du système ou de la taille du réseau. Hein, et là, effectivement, les réflexions stratégiques arrivent parce qu'il faut donner des priorités, mais on est souvent quand même dépendant j'allais dire de mode, non peut-être pas de mode, c'est pas bien, de décisions politiques qui peuvent nous échapper en partie et qui font que, je prends un exemple moi qui m'a frappé il y a pas longtemps, France Active, côté Midi-Pyrénées Active, donc l'ancien, a fait son assemblée générale, j'y ai participé, il a 38 conventions avec des financeurs publics. 38 conventions, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il répond à des demandes. Voilà, donc c'est pas lui qui décide finalement sa stratégie, puisque c'est finalement le financeur qui dit moi je veux telle prestation. Donc ok. Et puis après, il va chercher des lignes budgétaires sur des petites conventions. Ça peut être de la préfecture, ça peut être voilà. Et c'est une constellation en fait d'objectifs différents, variés. Alors en gestion, c'est un gros boulot. Mais ça m'interpelle quand même de me dire, mais en fait, quelle est la stratégie, quoi, finalement? C'est tout faire. Merci, Hélène. Sûr que c'est la bonne. Juste après Hélène, Christophe, je te ferai intervenir. Ok. Hélène? Merci. Du coup, moi, je voulais aussi reparler du privé public. Je vous en prie. Parce que je trouve c'est une question qu'on s'est posée. Hein. On voit les acteurs privés qui émergent. Aujourd'hui, sur le site BPI France Création, il y a déjà un annuaire en fait de l'accompagnement qui existe pour orienter, pour que les créateurs trouvent une solution d'accompagnement. Et on a pris, on a pris la décision de ne référencer que les non marchands, les acteurs non marchands. Donc en fait, tout ce qui est marchand. Alors c'est une position voilà, qu'on assume, mais on le laisse de côté, et à partir du moment où c'est marchand, en fait, il n'y a pas forcément d'écosystème à faire fonctionner, parce que en fait, c'est le marché qui va réguler de lui-même les acteurs marchands. Alors que sur le non marchand, effectivement, c'est plus compliqué parce que c'est de l'argent public, et qu'à partir du moment où on est sur de l'argent public, il faut que la mission elle serve le créateur, et puis nous en tant que financeurs, on n'est pas non plus prêt à accepter des zones de concurrence trop fortes, parce que comme c'est financé avec le même argent, il ne faut pas qu'il y ait de déperdition, il ne faut pas qu'il y ait de perte avec de l'argent public. Donc c'est ça qui nous a aussi amené à créer le collectif, pour que tout le monde se mette d'accord et qu'on finance là où c'est le plus pertinent. Donc je reviens sur cette fameuse zone de génie. Après, je réponds à Maëva rapidement. Moi, je vois pas de poil à gratter, je vois des opportunités. Je pense qu'en fait, on partage la même chose. Donc, s'il existe des choses qui sont complémentaires, il faut qu'on regarde ensemble. Il faut qu'on regarde ensemble parce qu'il faut que ça fonctionne. Effectivement, il y a eu un certain nombre d'expériences d'outils digitales d'orientation des créateurs, et apparemment, il y a eu un certain nombre d'écueils. On s'y relance avec des moyens. Je partage ce que dit Fabrice. Il faut beaucoup de moyens pour pouvoir faire ça, parce qu'il va falloir qu'on crée quelque chose qui fonctionne avec tout le monde. Donc s'il y a quelqu'un qu'on n'a pas vu, moi très honnêtement je connaissais pas la boussole en fait avant qu'on commence à préparer cette... Qui a été membre de la boussole à la création. Ah bah voilà. Mais du coup il faut qu'on rééchange ensemble, parce qu'il faut pas qu'il y ait une zone qu'on n'ait pas vue, et là on est très concentré avec les régions, mais il faut qu'on le fasse, il faut qu'on se parle. Merci. Ce qu'on voulait entendre, Karim. Merci. Je réponds d'une manière un peu bizarre. Non.
Merci pour vos présentations, c'était très intéressant. Alors moi, cette nuit, entre 3 et 4 heures du matin, je réfléchissais à l'importance du moustique dans l'écosystème local, pour la pollinisation, pour la filtration des eaux, etc., etc. Donc, dans un écosystème naturel, il y a des règles simples qui sont régies, c'est la chaîne alimentaire. Dans l'écosystème entrepreneurial, est-ce qu'il y a des règles qui régissent justement le fonctionnement de cet écosystème entrepreneurial? Je pense par exemple à la coopétition qui peut être mise en place par des financeurs publics entre les acteurs, parce qu'on considère que c'est le modèle économique le plus efficient en ce moment. Ça va sans doute évoluer en termes de modèle économique, faire des choses comme ça. Donc est-ce qu'il y a des règles qui régissent le fonctionnement? Et ma question, elle est une double détente. Il y a une sorte d'ambivalence finalement entre ce que décrit Karim, un écosystème évolutif, vivant, etc. Et puis ce que vous évoquez, Maëva, Fabrice, puis Hélène, c'est fédérer, organiser, clarifier, structurer, etc. Donc est-ce qu'il n'y a pas une ambivalence, je dirais, de ce côté-là, quoi? Et en particulier, surtout, on parle d'innovation, de l'accompagnement entrepreneurial et d'innovation. Innover, c'est faire différemment des autres, quoi. Et si on applique toujours les mêmes méthodes, toujours les mêmes structures, enfin si on fédère, en fait il y a quelque part plus d'innovation et point de salut en dehors des dispositifs. Donc voilà, question un peu ouverte à la cantonade. On avait du poil à gratter dans la salle. Hein. Merci. Qui se lance? Non mais c'est mon micro, ça. Je suis désolé. Je l'ai prêté, mais je tenais le fil. Allez-y, Maëva. Bon, je pense que ma réponse va peut-être être un peu diverses, mais déjà la première des choses, fédérer, ça veut pas dire homogénéiser. C'est faire en sorte, en tout cas, c'est faire en sorte que l'on se parle et que l'on se parle depuis nos différences. Et c'est d'ailleurs, par exemple, à la Boussole, l'une des raisons pour lesquelles nos membres sont écoles, associatifs, privés, corporate, c'est aussi parce que justement on est différents et on n'est pas d'accord. Et une des difficultés, c'est qu'à la Boussole, on ne peut pas avoir un mot d'ordre. Et quelque part, moi aujourd'hui, j'essaie de représenter tout le monde et en même temps, je parle de mon point de vue. Vous auriez quelqu'un d'autre du membre du conseil d'administration de la Boussole, peut-être qu'il vous dirait pas mal de choses différentes. Donc ça, c'est une première des choses. C'est effectivement, vous avez raison, de mon point de vue très important. On n'est pas là pour copier nos manières de faire. Et au contraire, il y a un besoin d'évolution et aussi dans nos pratiques. Et c'est normal que de là où on regarde, on ne fait pas la même chose. Ensuite, ce que vous avez dit par rapport à est-ce qu'il y a des lois déjà, je ne sais pas si dans la nature la logique c'est que chacun se mange, je pense que c'est plutôt chacun s'enrichit, mais bon, c'est un autre regard. Mais je pense effectivement qu'il y a un vrai sujet et qui recoupe avec la dernière intervention qu'il y a eu hier, je trouve, c'est sur la responsabilité de chacun. Et moi, ce qui m'embête, c'est quand on se retrouve sur l'accompagnement qui devient en lui-même un marché, alors que en tant que tel, le vrai sujet, c'est est-ce qu'on va pouvoir accompagner des êtres humains à créer des solutions pour tout le monde. Et aujourd'hui, dans les financements publics aussi, ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver avec des acteurs. Si je vous parle de conversations en chambre qu'on a eues par exemple le 9 juin dernier quand on a fait cette journée entière d'accompagnateurs, on s'est retrouvé avec des acteurs de l'accompagnement qui disaient voilà, moi je suis embêtée parce que mon financeur public me dit qu'il faut que j'accompagne X personnes et du coup moi en fait ces X personnes je trouve pas des porteurs de projets qui sont assez solides pour pouvoir les accompagner, mais il faut que j'atteigne ce nombre, donc tant pis. Je vais quand même remplir les chaises, ou alors j'ai un lieu qui dépend, qui est un lieu qui me coûte de l'argent en termes de mètres carrés. Pour pouvoir le financer, il faut que j'ai des personnes à accompagner qui payent ces mètres carrés. Non, ces personnes-là ne sont pas encore à un stade assez sérieux pour pouvoir développer un projet, mais qu'à cela ne tienne, je vais quand même les prendre parce qu'il faut bien que je finance mon espace. Et donc là-dessus, je pense que la réalité, c'est que c'est une responsabilité de chacun de ne pas mettre en premier la logique politique et économique, mais de mettre en premier en son âme et conscience, ce qui correspond par rapport au métier qu'il fait, c'est-à-dire d'accompagner les entrepreneurs, et justement de tirer la sonnette d'alarme si jamais le modèle économique ou la logique politique ne fonctionne pas, parce qu'on est tous intelligents et qu'on est capable de faire changer les choses si on ne reste pas secret en fait, par rapport aux difficultés qu'on rencontre. Et en réalité, vraiment, dès que quelqu'un ouvre la bouche, il y a tout le monde qui dit « Ah bah oui, moi aussi ». Donc ça peut bouger si on ne se tait pas et si on n'est pas non plus dans une logique où qui que ce soit est méchant ou vise à être contre les uns les autres, mais ensemble on change, quoi.
Je vais être obligé de jouer la montre, vous le savez, puisqu'il y a des engagements. Il nous reste 5 minutes et une petite conclusion, mais vas-y. Peut-être brièvement sur cette question. On reste quand même sur une métaphore, donc bien évidemment, un certain nombre d'éléments de lecture issus de la biologie ne s'appliquent pas forcément, notamment sur ces logiques de prédation. Pour autant, effectivement, il y a des logiques, des logiques de fonctionnement. Vous est évoqué la coopétition, il y a ces logiques de coévolution entre les structures à travers les projets communs qui se construisent, voire des logiques de co-spécialisation. Donc ces dynamiques s'observent. Après, est-ce que la compétition en soi, parce que ça a été posé, c'est souvent vu effectivement négativement en disant mais oui, on risque d'avoir une déperdition, mais en même temps ça crée des formes d'émulation, ça met effectivement sous tension les structures, et c'est vrai que dans d'autres contextes, dans d'autres pays, c'est plutôt la norme et c'est plutôt considéré comme un vecteur de performance. Donc il faut bien évidemment des formes de régulation, il faut effectivement ne pas laisser que le marché, parce qu'il y a aussi sur ce monde de l'accompagnement d'autres dimensions que les dimensions uniquement économiques. Il y a de l'impact, et donc c'est normal effectivement qu'une région, un État puisse s'engager dans ces dynamiques, mais on reste sur de l'entrepreneuriat, sans aller jusqu'à une lecture schumpeterienne de destruction créatrice, mais il faut aussi laisser les dynamiques et les actions et les innovations émerger. Donc il faut essayer de faire cohabiter ces deux logiques. Tout paraît effectivement assez simple. Ce que je vais vous demander maintenant, puisqu'il nous reste quelques minutes, c'est en conclusion, qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne? Est-ce que vous avez des messages que vous n'avez pas pu faire passer pendant ces quelques minutes d'intervention? Ou au travers des témoignages, ce que vous avez pu entendre et que vous avez envie de dire? Bon, allez, fin de la réunion. Qui commence? Il faut que tu tendes le micro. Allez Hélène, merci de me sauver. Juste pour conclure, c'est juste un petit point qu'on n'a pas forcément abordé dans pourquoi un écosystème va se créer et va fonctionner. On a beaucoup parlé d'objectifs en fait de l'écosystème qui permet de donner le sens de l'action, mais nous on s'est aperçu aussi que les difficultés rencontrées par cet écosystème, ça permettait aussi de créer une cohésion en fait entre les acteurs, et que trouver les réponses à ces difficultés, ça permettait d'avancer. Voilà, je voulais juste ajouter ça, on l'avait pas forcément évoqué. Merci. On continue, Fabrice, par rapport à ce qu'on a pu dire, quitte à redire certains points. Non, très, très rapidement, je pense que de toute façon, quand on fait un mois de la création reprise, ou en fait, le but pour interagir efficacement dans un écosystème, c'est de créer des moments de travail, des moments de rencontre, des espaces d'échange, des espaces de dialogue. Donc Procréa est un exemple, mais il y en a d'autres, il y a des méthodes plus simples, on peut faire du groupe de travail. En plus, maintenant, avec les webinaires, mettre en action, en interaction les gens, ça devient super simple. Après, effectivement, nous, pour une région, est-ce qu'il y a une règle? Il faut qu'on ait une impulsion politique et des budgets. Alors, elle est variable. Elle est variable en fonction des régions. Alors, je ne connais pas exactement ce qui se passe dans les autres régions, mais c'est vrai qu'on est quand même très dépendant de cette tendance, qui peut être à la hausse, à la baisse. Voilà, donc c'est toujours un peu compliqué, mais travailler sur son écosystème et interagir, c'est une aventure faite de rencontres riches, parce qu'on rencontre plein de gens et que humainement c'est enrichissant. Et puis on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont aussi le même mode de pensée, donc qui ont le service d'intérêt général bien dans la tête, et le service aux porteurs de projets comme priorité, et c'est là qu'on arrive à avancer. Merci. Maëva, encore un petit mot, et puis après je te demanderai, Karim, de conclure. Allez-y, Maëva. Déjà, merci pour cette conférence. Et moi, la première des choses, c'est que j'espère qu'on pourra se poser autour de la table et travailler ensemble, parce que c'est la vertu de ce qu'on a fait ici. Et peut-être juste par rapport à l'écosystème. Donc, écosystème, on l'a dit au début, ça vient de la biologie. Moi, à quoi ça me fait penser, c'est que là, on est beaucoup dans la tête, et notre corps, en fait, c'est un écosystème. C'est des organes qui, chacun, ont exactement leur place, fonctionnent ensemble pour un objectif commun, qui est le fait qu'on soit là. Et donc je pense aussi que parfois, si juste on se fait beaucoup plus confiance et qu'on revient au corps et qu'on revient à quelque chose de très naturel, on trouvera la manière de fonctionner sans se prendre la tête.
Merci, je vais faire une confidence, j'espère que je ne trahirai pas leurs propos, mais comme je leur mets la pression, ils ne peuvent pas tout dire. Maëva avait dit par contre le parallèle comme les entrepreneurs, c'est-à-dire une nécessité d'autonomie des structures pour que l'écosystème fonctionne. C'est ce que vous aviez dit. Fabrice avait abordé quelque chose qu'il a dit tout à l'heure, n'en aie pas peur, tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'aspect humain, et tu viens d'y revenir en disant ce sont de belles rencontres et autres. Quant à vous, Hélène, vous aviez parlé pour que ça fonctionne de la clarté de l'ambition, les objectifs, de l'écosystème et partage de ces éléments par les acteurs, une réponse à des difficultés créées, une forme de solidarité, ce que vous aviez dit. Vous voyez, c'est la vôtre, hein. Je suis désolé, j'arrive à lire. Allez, Karim. Michel, je pense que tu nous as fait une très belle conclusion, merci. C'est la leur. Ça résume bien, finalement, hein, notre capacité, si on reprend le dernier point, finalement, à avoir une ambition partagée, et à co-construire, finalement, hein, aussi cette ambition de l'écosystème. Ne pas oublier qu'on est au service des entrepreneurs, donc cette dimension humaine est fondamentale, et je pense que je reprendrai cette notion effectivement que les acteurs ont leur propre stratégie, et il faut aussi du laisser faire, hein, des formes d'autonomie. C'est aussi au niveau des territoires, au niveau des structures elles-mêmes, hein, que se créent ces dynamiques, hein, et cette performance. Et peut-être un autre mot-clé peut-être à avoir en tête autour de la question de la diversité. On parlait si on revient à la biologie, hein, et c'est ce qu'on est en train de perdre, notamment hein, avec ces questions de soutenabilité, on voit que la diversité se perd et notre planète est en danger. Donc n'ayons pas peur de la diversité entrepreneuriale, c'est aussi un signe de bonne santé, et donc essayons de la préserver, voire de la favoriser, de la réguler. Désolé de vous bousculer, mais il y a un timing à respecter. Je pense que dans la salle, certains ont dû découvrir les problématiques de l'écosystème. Pour d'autres, c'est un renfort de ce qu'ils connaissaient aussi. Je crois que c'est le but de toutes ces conférences. En tous les cas, vous tous, merci de votre attention. C'est vrai que les questions, désolé, on ne peut pas aller très loin, mais vous les avez vues, sont prêts à discuter avec vous. Et comme disait Fabrice, c'est riche, ces échanges, donc ils pourront en profiter. En tous les cas, à vous quatre, merci beaucoup pour la préparation et puis pour la tenue de cette conférence. J'ai pris beaucoup de plaisir et je vous en remercie. Merci Michel. Bon salon. Merci.